Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous parler de l'analyse, déshabillé, décortiqué, entamé, amputé de l'UFC 313. Parce que au moment où on vous parle, juste avant, l'annonce est tombée et le Common Event est annulé car Dan Hooker est forfait, tout simplement. Il est blessé à la main, si je me trompe pas. Et donc, cette UFC 313 qui aura lieu du 8 au 9 mars à la T-Mobile Arena, perd son deuxième combat qui était annoncé comme un des bangers de la carte. Bon, nous, on n'était pas forcément super emballés par ce combat, on vous en parlera après, puisqu'on en parlera quand même, parce qu'on fera des projections, vu que pour l'instant, rien n'a été encore dit. Alors, ça se trouve, quand vous écouterez le podcast, le remplacement sera déjà acté, mais bon, au moment où on parle, en tout cas, il n'y a rien. Donc on en parlera un petit peu, on dira un mot quand même, parce qu'on a travaillé, mais bon, c'est pas grave. On fera pas l'analyse, bien sûr, mais on parlera de l'opposition et de ce qui peut y avoir derrière. D'abord, on n'oublie pas notre collab de l'année 2025 avec Import Fight, ce site de vêtements, de protection et de matériel de boxe, de grappling et de MMA. Qui vend du matériel en France, qui n'est vendu en France que sur ce site, Import Fight, puisque les marques Corner, les marques Primo, les marques Hit and Move ne sont pas vendues ailleurs que sur Import Fight, le lien qui est en description. N'oubliez pas que vous avez le code TATAMI10 pour avoir 10% sur tout le site. Donc voilà, si vous voulez de la qualité, si vous voulez du style, si vous voulez être avec du matériel qui sponsorise des champions comme justement Alex Pereira dont on va parler aujourd'hui, ou Belal Mohamed, ou Anthony Pettis, écoutez, ça se passe sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, si vous voulez vous démarquer des autres, c'est là que ça se passe, parce que vous ne retrouverez pas les vêtements ni le matériel ailleurs. On va commencer donc, et forcément, on ne devait faire que le co-main et le main, donc on va commencer par le main, puisqu'il ne reste plus que celui-là. Alex Pereira contre Magomed Ankalaev pour la ceinture des poids lourds légers. Ça fait longtemps que les gens parlent de ce combat, appellent ce combat, veulent ce combat. Ils veulent voir le test justement d'un lutteur. Alors on va en discuter de cette histoire du lutteur contre Alex Pereira. C'est chose faite, ça y est. Alors oui, certes, ça se fait un petit peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Les deux de toute façon sont toujours à leur prime. Il n'y a pas de truc qui nous fait dire que Ankalaev serait aujourd'hui dans le déclin et que il le prend parce qu'il est dans le déclin. Non, il est en pleine bourre, il gagne de plus en plus de combats. Je trouve que son style en boxe s'améliore de combat en combat, ce que j'ai pu remarquer justement sur l'analyse. Donc on va en parler. Mais on commence par le tail of the tape, comme d'habitude. Pereira, c'est 1m93 pour une allonge de 200,7 cm. On en avait parlé dans l'actu justement avec le fait que Ankalaev s'entraîne avec Volkov pour avoir une allonge un peu similaire. C'est 12 victoires, 10 KO, 2 décisions et 2 défaites. 1 KO et une soumission. Alors le KO, c'est Adesanya, et la soumission, c'était sur son premier combat au Jungle Fight. Donc ça remonte à loin maintenant. Et Ankalaev, c'est 1m91 pour une allonge d'1m80, 10,5, donc il a 10 cm d'allonge en moins. C'est 19 victoires, 10 KO, 9 décisions, 0 soumission, les amis, et une défaite par soumission. C'est intéressant de voir déjà ce chiffre-là, tu sais. Il a un draw et un no contest. Tu sais, moi, la première des choses que j'ai marqué, c'est un duel de striker, en fait, finalement. Un droitier contre un gaucher, droitier Pereira, gaucher Ankalaev, mais c'est un duel de striker. En fait, je vois pas où on met un duel de lutteur contre striker dans ce combat. Je comprends pas. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, j'en ai regardé beaucoup des combats d'Ankalaev. Mais pour moi, c'est un striker. En tout cas, sa force dominante, c'est le striking. Ah oui. Et oui, parce que c'est un striker. Alors, bien sûr qu'il sait lutter, mais c'est pas un lutteur. Il peut, alors si on parle vite fait, parce qu'en fait, finalement, c'est la boxe dans laquelle on va le plus parler. Mais, donc lui, il peut shooter de loin, mais là où il est plus à l'aise, pour moi, c'est quand il est à la cage, où il aime bien saisir le single leg ou crocheter la jambe. Mais parce que quand il shoot de loin, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il l'a fait contre Blachowicz. Voilà, il a réussi à le timer sur un moment où, dans le combat, il était plus frais que Blachowicz. Mais en tout cas, force est de constater que il faut d'abord qu'il colle à la cage pour être efficace sur sa lutte. Et encore, efficace, c'est un grand mot. Oui. En fait, il a un bon contrôle cage. C'est vrai qu'il a un bon body lock, il est puissant, il te plaque bien à la cage. Mais pour concrétiser derrière les amener,
c'est compliqué. Après, tu sens pas non plus une recherche. Il n'y a pas non plus une recherche de fou pour amener. Hein. Tu sens que Non, quand il colle pour coller. Et après, il repart en striking. Mais moi, je ne sens pas de volonté particulière d'amener le combat au sol. On le sent plus contre Blachowicz, justement, quand il shoot de loin. Mais parce que sa jambe est complètement détruite et qu'il n'a pas d'autre choix. En parce fait, qu'il est voilà, dans il va lutter l'urgence. quand il n'a plus d'autre choix. Ouais. Mais comme plein de strikers, en fait, quand tu n'as pas le choix, tu viens coller. Et il le fait bien. On peut pas dire qu'il est mauvais lutteur. Comme j'ai dit dès le début, on peut pas dire qu'il est mauvais lutteur. Mais c'est pas sa grande force. C'est pas Khabib contre Conor. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pour le coup, on est sur un duel de strikers. Et puis surtout que Pereira, tu sais, ce niveau de lutte là, finalement, il l'a déjà éprouvé. Parce que tu sais, on oublie qu'il y a des gens qui ont essayé de l'amener au sol. Parce que forcément, on va dire, le game plan simple dans ta tête, c'est de dire voilà, je t'amène au sol et je te fais la misère. Et puis derrière, je gagne mon combat. Mais il a montré qu'il n'était pas mauvais en défense cage. On l'a vu contre Blachowicz et contre Prochaska. Il est stable, il sait prendre de l'angle et sortir à droite, à gauche pour justement sortir de la cage. Alors oui, sur ces deux combats-là, quand il a pris la guillotine, c'était inutile hein, de saisir la guillotine parce qu'il n'avait pas on va dire l'amplitude pour pouvoir mettre la guillotine. Il profite du fait qu'il soit plus grand. Mais quand il décide de sortir, il sort et sans trop de difficultés de ce qu'on a vu, tu vois. Et même côté shoot, quand tu le shootes, tu sais, et ben ces défenses, elles sont pas si mauvaises que ça. Non, non. Elles sont pas si Il y a, mauvaises que il y a du ça. progrès. Autant tu parlais des progrès d'Ankalaev sur la partie striking au fur et à mesure des combats, autant sur la défense d'amener au sol de Pereira, tu sens que ça progresse aussi. Tu sens qu'il a mis l'accent dessus de toute façon. Il sait que c'est son point faible et c'est bossé sérieusement. Il met bien son double under. Quand tu vois, quand Blachowicz il shoot, il lui met bien la frame, la distance, et il se décale bien pour le laisser passer. Quand il est, et ça aussi, tiens, on parle d'antagonisme, mais si Ankalaev il est bon pour amener à la cage, Pereira il est bon pour se relever à la cage. En fait, tu as plus de chances de le maintenir au sol si tu le shootes en centre cage parce qu'il va prendre une garde fermée et tout ça. Mais après, il va essayer quand même de pousser pour revenir à la cage. Mais une fois qu'il est dos à la cage, il se relève systématiquement et en plus sans trop de difficultés. Finalement, le seul qui l'a mis un peu dans le rouge à ce niveau-là, c'est Blachowicz avec son passage dans le dos dans le round 1 où il a essayé de l'étrangler, ce qui a été parfaitement géré. Parce que, attention, Blachowicz, c'est quand même quelqu'un qui gère le sol, hein, c'est une ceinture noire et c'est un mec qui soumet, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le fait, il sait exactement quoi faire. Aller chercher le bon bras, celui qui est derrière la tête. Tu vois, il n'était pas en train de défendre le bras qui était au menton, mais il allait chercher celui qui allait derrière la tête. Le two on one, de main sur une main, pour empêcher justement Blachowicz de refermer l'étranglement. Sa posture. Enfin, tu sais, le fait de mettre Blachowicz sur une posture où où il doit forcer, tu sais, dans sa position pour y rester. Enfin, tout ça, c'est des petits éléments, mais qui sont assimilés suffisamment, en tout cas, pour être en sécurité. Alors après, vous allez me ressortir ça s'il se fait étrangler par Ankalaev, parce qu'Ankalaev va dans le dos. Il a tendance à aller dans le dos, mais c'est pas un soumetteur. Il n'a jamais soumis. En fait, c'est la même chose que Adesanya contre Dricus. Oui, Dricus l'a soumis. Parce que tout le monde peut se faire soumettre. Mais mis à part ça, c'est des positions dans lesquelles il a été plusieurs fois et c'est toujours bien géré. Tu vois, c'est des positions communes que tu sais dans lesquelles tu vas te retrouver. Et les strikers qui viennent au MMA, c'est des trucs qu'ils apprennent à défendre parfaitement. Bien Donc, sûr. et en plus de ça, c'est vrai il a quand même un avantage toujours dans ses combats Pereira de puissance. Tu le sens ultra puissant sur son grip surtout. Donc c'est très difficile de le soumettre quand tu es derrière. Tu sais, déjà juste il met une main, il dégrippe, c'est compliqué. Donc je me fais pas particulièrement de soucis sur ces phases-là. Il a un mental. Tu sais, on peut pas lui retirer, c'est son mental. Parce que qu'est-ce qui fait que tu tapes la plupart du temps? C'est parce que tu craques aussi psychologiquement. C'est parce que tu acceptes de taper. Les mecs qui veulent pas taper, ils tapent pas. Enfin, nous, on fait assez de sol et on a côtoyé assez de personnes pour dire que quand il y a des mecs qui ne sont pas des mecs qui se laissent avoir et laissent taper, il y a des fois, putain, j'ai des mecs dans des étranglements ultra verrouillés et verrouillés à la mort, où je sais que 99% des gens, ils vont taper. Bah, cette personne-là, si elle a décidé de pas taper, elle tapera pas. Tu sais, je pense à Wilson, tu sais, je pense à, comment il s'appelait, Samir, tu sais, à l'époque. Samir. Samir, le mec, il tapait jamais, 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 jamais. Ah, c'est ouf. C'est, tu,
prenait dans des triangles, dans tout. Le mec, il sortait systématiquement. Systématiquement. Mais parce que le mental faisait qu'il voulait pas taper. Tiens, même si on prend l'UFC, qui va combattre bientôt, Gomis. Gomis 2 fois, il est pris dans des étranglements sales. Le mec, il a décidé de pas taper, il tape pas. Tu vois. Et on sait que Pereira, il a un gros mental là-dessus. Son grip, t'en parles, mais c'est normal. Le mec, il a travaillé dans des garages à monter des pneus toute sa vie avant de rentrer dans les sports de combat. Mais ça forme, bien sûr que ça forge un physique, tu vois. C'est que du grip, ces trucs-là. Donc forcément, son grip, il a été travaillé dans le dur. Donc finalement, sur la partie lutte, déjà, est-ce que ça va aller en lutte? Déjà, la question. Alors, Ankalaev, jusqu'à maintenant, il a dit qu'il voulait pas lutter, qu'il voulait lui faire la misère debout. Maintenant, il y a une vidéo que je n'ai pas vue, mais visiblement. où il luttait dans la neige, là, à Pereira. Il lui a dit, est-ce que tu es capable de faire ça sur 5 ans? Donc, potentiellement, peut-être que là, il a changé d'avis et qu'il déciderait de lutter avec lui. Mais bon, tu sais, comme j'ai dit, il faut l'amener au sol. Il faut arriver à casser la distance. Tu vois. Il faut arriver à casser la distance. Après, je dis pas, il s'est déjà fait amener au sol. Blachowicz l'a amené plusieurs fois au sol. Mais systématiquement, il s'est relevé. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses. Tu as revu le combat? Pereira Blachowicz? Ouais. À ton avis, il y a toujours débat sur le fait qu'il ait gagné ce combat ou pas? Mais pour moi, il a gagné ce combat, Pereira. C'est discute. Ça dépend comment tu te positionnes. Mais pour moi, déjà, à la première lecture, en termes de dégâts, il avait gagné ce combat. C'est ça. Il perd le premier round, il gagne les deux d'après. Si on suit le règlement, en fait, beaucoup de gens, et moi le premier, des fois, je me perds. Hein. Tu sais, des fois, tu as tendance à privilégier les positions, etc., alors que c'est le dégât qui prime. C'est le dégât qui prime. Donc, si on prend en compte ça, Pereira, il gagne le combat. Mais même si tu prends le cadre des positions, il y a eu plus de temps debout pour Pereira à faire du dégât que de temps au sol pour Blachowicz. Finalement, il l'emmène dans le round 2, je crois, si je me trompe pas, fin de round. Donc ça s'arrête très rapidement, puisque c'est la fin du round. Et dans le round 3, il l'amène, mais il se relève très vite. Il n'y a que dans le round 1 où il y a du temps de contrôle efficace, où il est dans le dos et qu'il essaie d'étrangler. Donc pour moi, il n'y a pas de débat, il a gagné ce combat. Et à chaque fois, après, il a stoppé la lutte soit stoppé, soit il s'est relevé assez vite sur Blachowicz. Ouais. Et quand tu le vois contre Prochaska dans le premier combat, j'ai revu que le premier combat. Parce que c'est là où vraiment il y a de la recherche de lutte. Tu sais, parce que je voulais voir en fait des gens qui recherchent la lutte contre lui. Et dans le premier combat, il se fait amener une fois, effectivement, dans la garde. Il arrive à retourner à la cage, à se relever. Et la deuxième fois, c'est ça qui donne le finish. Parce que quand il vient lutter et qu'il vient coller au niveau des hanches, c'est là où il prend les coups de coude qui terminent le combat. Donc ça veut dire qu'il a la stabilité pour pouvoir le faire. Ah, mais ça, on le sait. Ça c'est une certitude. Ouais. Donc ouais, je sais pas, mais je pense que effectivement, même si tu penses le lutter, je pense que ça sera pas forcément une mince affaire. Tu vois, surtout en fait, si t'es un lutteur qui shoot à la cage, enfin en tout cas qui amène à la cage. Je pense que c'est compliqué. Vaut mieux le shooter de loin. Ouais, je suis d'accord. Un peu dans le style Shimaev, tu vois. Un Shimaev serait bien plus chiant à défendre pour Pereira parce qu'il shoot de très loin. Alors qu'en venant le coller, pour rentrer le ceinturé, tu es obligé de casser la distance. Il est tellement précis dans ses échanges. Et il a tellement besoin de peu de frappe finalement. Il suffit qu'une passe pour mettre fin au combat que ça reste très compliqué. Et puis surtout, on peut en parler maintenant, mais il est beaucoup plus. Mais les deux, de toute façon, ils sont beaucoup plus structurés, tu sais, maintenant dans leur façon de combattre. Tu vois, Pereira, il prend moins de risques qu'avant. Tu vois, il est moins à la bagarre, à avancer. Tu le sens qu'il a pris lui aussi des datas MMA et que tu sais maintenant il est plus sur le fait de prendre sa distance, frapper, rentrer, ressortir, rentrer. On l'a vu contre Rantry. Quand il décide de passer à l'action, c'est fini. Tu peux plus le toucher en fait parce qu'il fait que ça, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Et finalement, tu peux plus le contrer. Il se déplace bien, il a un footwork qui est pas dégueulasse. Donc non, il est bon là-dessus. Il est bon. Ça va être dur d'aller le chercher. Donc maintenant, s'il reste que la boxe. On a un Ankalaev qui boxe en pression. Tu vois, il a une boxe qui est bien rodée. En attaque, c'est crochet du bras avant en avançant ou alors il décale le pied à l'extérieur avec le fait de gagner l'extérieur du pied
pour envoyer son bras arrière. Mais par contre, il engage beaucoup, même s'il engage moins qu'avant. Avant, vraiment, il shiftait sur son bras arrière. Maintenant, il engage, mais quand même, il garde sa distance. Tu vois, il est moins dans Ouais, la précipitation et il dans a le fait de bien lui rentrer progressé dedans. sur ça. On l'a bien C'est progressé. On ça. le voit contre Rakic sur son dernier combat, là. Son travail de gauche en ligne, là, franchement, il est magnifique. Il est Ouais. magnifique, ça passe très bien. Après, ça reste du classique, hein. Hmm. Ça reste vraiment quelque chose de classique. Donc, quand tu es un striker d'élite, c'est des choses que tu dois connaître. Mais bon, Rakic, c'est un très bon striker et il s'est fait avoir systématiquement sur cette gauche, hein. Il la prend Oui, à chaque fois. je suis Ouais. d'accord. Il travaille aussi au corps. En fait, il varie aussi sa gauche, des fois, il la met au corps. Oui. Oui, il descend un petit peu. Ouais. Sinon, c'est les jambes, donc front kick ou high kick de la jambe arrière. C'est souvent ces deux frappes-là qu'il met. Il peut lui arriver de changer de garde après le front kick, tu sais, mais il revient très vite dans sa garde. Et pour sa jambe avant, maintenant, il a rajouté, depuis, j'ai vu ça avec Rakic Les justement, avec fronts. des sides, des coups de pied d'arrêt, des sides à la cuisse. Et il envoie des low kicks aussi extérieurs. Ouais. Tu vois, il s'est mis à mettre des low kicks, ce qu'il ne faisait pas du tout avant. Tu sais ce qu'il fait dans sa boxe? Finalement, on a un exemple très concret. C'est un peu du Jamal Hill, hein. Oui, J'ai revu le combat, oui, la Pereira, justement, Hill. Et c'est un peu ça, hein. Il balance le high kick, jambe arrière pareil. Il cherche l'extérieur pour mettre sa gauche. Il a le check hook. C'est un style typique de gaucher. exactement, c'est ce que j'ai remarqué aussi. À la seule différence que pour moi, peut éteindre. Là où en Kalaev, on constate quand même qu'il n'a pas de punch. Parce que toutes les gauches plein pot qu'il met à Rakic, si tu es un puncher, tu l'éteins. Et Ouais. même dans plusieurs de ses combats, hein, et les combats où il y a des finishes, très généralement, ça part des jambes. Tu vois, soit il met des front kicks visage qui touchent et il vient de finir en grand and pound, soit c'est un high kick, je ne sais plus contre qui, mais en général, son KO vient des jambes. Ouais. Ça vient jamais des points. Sauf contre QT là-bas, mais c'est sur une série de deux frappes, tu vois. Il t'éteint pas sur une frappe. Il met deux crochets, droite-gauche, et après il finit au sol. Oui, là où tu vois que Rakic peut tomber, puisque Prochaska, de toute façon, l'a sonné en boxe, tu vois, en Mm. anglaise. Donc c'est possible. En défense, par contre, j'aime bien sa défense. Et c'est parce qu'il prend peu de coups, hein, quand même, en KLAF. Il fait un pas de retrait, il chasse avec la main arrière pour envoyer son check hook, son crochet du bras avant. Et ça passe plutôt bien, tu vois, parce qu'à chaque fois que tu veux rentrer, à chaque fois, il te punit sur ce crochet-là, ou alors il te menace sur ce crochet. Maintenant, force est de constater, tu l'as dit, et c'est ce que j'ai remarqué aussi, il a combattu contre Jamal Hill, et contre Jamal Hill, il fait exactement la même chose, mais il a de l'expérience, Pereira, et lui, avec sa main avant, justement, il prend beaucoup de distance, tu vois, il va jamais surengager, ce qui fait que finalement, grâce à sa distance, quand le Tchékou qui vient, en fait, il a juste à tendre un peu le bras sur le côté, et puis il le bloque. Tu vois, il n'est pas dans le truc de l'accompagner. Non, C'est il a ça. juste à, hop, il le bloque, et après, derrière, il revient. Tu vois, il remet la pression. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Surtout que, alors, si on est toujours sur la défense, il y a un truc qui défend très mal, c'est les low kicks. Ouais, c'est ce que... c'est quoi, C'est, c'est mon truc d'après, ouais. ouais, pour moi, c'est une de ses plus grosses failles, hein. C'est-à-dire que, Ouais, alors, autant sur son dernier combat, il les bloque un peu au début. Tu vois, donc ce qui prouve qu'il sait quand même, il sait les bloquer de toute façon. Mais je pense que ça lui demande un tel effort de concentration. Tu vois, en fait, il doit se forcer à y penser, c'est pas instinctif. Tu vois, je regardais justement il Pereira où t'as il qui envoie des low kicks. Et tu vois, sans instinctivement, la jambe de Pereira elle se lève, il bloque, en croisé, il bloque. Parce qu'il a fait ça toute sa vie. Là où en Calef, tu sens qu'il doit y penser à bloquer. Et puis très vite, passer le premier round, il se dit, allez, vas-y, c'est pas grave, je les prends. Et il les encaisse, il les encaisse, il les encaisse. Et même au-delà de ça, tu sens qu'il peut pas en encaisser beaucoup. Tu vois, il n'a pas une jambe résistante. Il y a des mecs, tu prends l'exemple d'un Holloway par exemple, qui peut sacrifier sa jambe sur 5 rounds et prendre des low kicks et continuer d'avancer. En Kalaev, très vite sa jambe elle devient rouge et très vite tu sens qu'il a mal en plus. Et ça se voit dans ses mouvements. Des fois il prend des low kicks, il sautille un peu, puis il il bouge change de beaucoup. garde. Il change de Contre garde. Blakovic, il a changé de garde. Ça l'a Ouais. forcé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est mis à lutter parce que il est moins à l'aise. Si un mec qui est à l'aise dans le changement de garde, il change de garde régulièrement, tu sais, dans tous ses combats. Lui, c'est pas son cas. Il reste en gaucher. Donc, quand il a changé de garde, il a compris que bah, il fallait qu'il fasse autre chose. Et c'est comme ça qu'il a commencé à lutter. Mais oui, contre Blakovic, il lui a complètement annihilé ses jambes.
Bon, il tient quand même, hein, parce que quand même, il faut aller chercher à lutter derrière, tu vois. Il va au bout. Mais attention, les low kicks de Pereira, enfin les calf kicks de Pereira, c'est pas la même encore chose. autre chose que ceux de Blachowicz. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise à la perfection. Et tout le monde le dit. Tout le monde dit que ces calf kicks, c'est une dinguerie. Il vient frapper avec son pied. Tu sais, il tape avec, je sais plus qui m'a dit ça la dernière fois, que c'était avec son gros orteil. Tu sais, avec le côté du gros orteil, Ouais, et qui venait avec son taper, que ça faisait oignon. avec son audience, avec son alus valgus. Ça fait un C'est poil ça. pression. C'est Non, mais ouf. c'est vrai. Et franchement, on sait très bien. Attends, il a réussi quand même à tétaniser la jambe d'un Adesanya qui est rompu à l'exercice. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à partir de ce moment-là, déjà, tu as compris que même les mecs, les vrais boxeurs qui ont l'habitude de prendre des calfs ou des low kicks, qui ont justement souffert avec Pereira, justement, qui venait sabrer la jambe, tu comprends que quelqu'un qui ne les tient pas bien, très vite, ça va l'handicaper dans son combat. Très, très vite. Et puis même si de toute façon il prend le temps de l'élever, tu vois, même s'il prend le temps de les défendre, Pereira il envoie, mais tu sais, il sait cette EP. C'est-à-dire qu'il sait comment l'envoyer pour que justement tu sois sur un appui où tu peux moins tu sais, le bloquer. Donc même si tu veux le faire, il va t'empêcher de le faire. Enfin, tu sais, les mecs qui ont un bon jeu en calf ou en low kick, tu vois, c'est comme c'est le cas pour Geji, par exemple. Enfin, c'était le cas pour son combat d'après. Il sait setuper pour envoyer. Alors oui, il y a des fois, ils envoient à pleine bourre. Mais la plupart du temps, le timing, il est parfait. Parce que s'il n'est pas parfait, tu peux pas le faire. Parce que de toute façon, un low kick ou un catch kick où ton timing, il est pas parfait, c'est toi qui te fais mal. Donc, tu arrêtes de les envoyer. Tu vois. Non, c'est ça. Et lui, il setup parfaitement. Avec son anglaise, il envoie sa jambe derrière. Tu vois. Donc, euh, Donc ouais, non, je pense qu'effectivement, sa jambe, elle va être compromise très rapidement. Euh, ouais. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. Et au-delà de ça, pour moi aussi, le plus gros risque pour lui, c'est sur justement une des armes qu'il utilise beaucoup, c'est sur son check-hook, où il vient beaucoup ouvrir le bras et très souvent il se fait contrer dessus. Alors, tu Je as l'ai noté. Thiago Santos, qui lui met un down sur ça, justement. En fait, tu sais, comme Mhm. il ouvre, il suffit que tu le mettes à la manière d'un Pereira, entre le crochet et uppercut, pour justement qu'il passe à l'intérieur. Tu vas le toucher. Rakic l'a touché aussi sur ça. Il y a plein de combattants qui le touchent sur ça, donc ça fait quand même beaucoup de forces qu'il a, qui peuvent être contrées et annulées par les forces de Pereira debout. En fait, le truc, c'est qu'il mouline avec sa main. Tu sais, il mouline. Il la descend et la remonte. Il la descend et la remonte. Tu sais, c'est vraiment ça. Il a ce truc où même tu sais, il est pas protégé au visage. Il arrête pas de mouliner avec Non, il sa n'est pas main. protégé. Il mouline. Sauf que le truc, c'est que la plupart du temps, ça marche bien parce que ça donne la dynamique pour aller le mettre, justement. Tu sais, il descend pour remonter, pour le mettre au-dessus. Finalement, c'est comme si, tu sais, il faisait baisser la main de l'adversaire pour, tu sais, il le met un peu, parce qu'en anglais, tu as beaucoup ce truc-là, hein, de toute façon, tu sais, de venir et de venir avec ta main masquer ce que tu vas faire, mettre des feintes avec ta main pour ensuite venir rentrer, tu vois. Mais là, pour le coup, avec le côté en KLF, tu sens qu'il le fait, mais tu sens qu'il a le menton à la fenêtre quand même très régulièrement et que surtout, la plupart du temps, il le fait dans un rythme qui est constant. Tu vois, tu peux le timer. C'est-à-dire que comme c'est un rythme qui est constant et qui casse pas justement le paradigme, et ben derrière, toi, tu peux aller le chercher. Et t'inquiète pas que Pereira, il va voir ça. Il va voir ça. Donc, et tu sais, tu parlais tout à l'heure, juste pour finir sur les low kicks, sur le fait qu'ils défendent pas bien, mais en même temps, c'est normal. Là, il commence à sortir ses jambes véritablement, mais finalement, en KLAF, c'est un mec de boxe anglaise, entre guillemets, qui a rajouté deux armes à la base. Un high kick, un front kick, de la jambe arrière. Tu vois, souvent c'est le cas. Les mecs de l'anglaise, ils envoient bien la jambe arrière. On le voit avec Topuria, tu vois, c'est des mecs qui envoient leur jambe arrière. Là, il commence à envoyer un peu sa jambe avant. Mais comme c'est plus un mec de l'anglaise, forcément, sa posture, elle est un peu plus large. Tu vois, ses jambes, elles sont un peu plus écartées. Donc forcément, bah, c'est plus facile d'aller lui cueillir les jambes. Donc ouais, et ça, je pense pas qu'il l'ait vraiment corrigé non plus. Tu vois. C'est dur parce que finalement, s'il n'est pas comme ça, il perd de son efficacité en anglaise. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis très Pereira, d'accord. lui, Et c'est puis même, parfait. tu sais, même sur le travail de gauche en ligne, quand tu prends l'extérieur, c'est justement sur ça qu'il met KO Pereira. Avec justement le décalage d'essai. En fait, quand la droite est bien en ligne, oui, elle touche, mais quand tu l'attends et que tu sais qu'elle va arriver,
finalement, elle reste facile à esquiver, tu vois. Donc, il décale et il balance son crochet à ce moment-là. Donc, je pense qu'Ankalaev, il a besoin de ramener quelque chose de plus surprenant que d'habitude pour surprendre Pereira. S'il vient avec son jeu habituel debout et qu'il n'a pas rajouté de nouvelles armes, ça va être très compliqué. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et tu vois, un contre Hill d'ailleurs, parce que c'est le combat le plus récent qu'il a fait contre un gaucher. Tu vois, bon, je l'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de son allonge, mais tu vois aussi qu'il part vraiment toujours côté ouvert, tu sais. Côté ouvert justement pour être loin de cette droite. Enfin, Mm. tu sais, alors c'est paradoxal de dire ça parce qu'il va du côté justement de cette gauche, pardon. Il va du côté de la gauche, mais en même temps il va Et- légèrement plus loin avec ouais, son c'est ça. allonge en plus avec sa distance qu'il impose pour justement être à l'extérieur C'est ça. finalement du danger. En fait, c'est ce que je me suis dit aussi, quand il gagne la guerre du pied, donc prend l'extérieur, Pereira, plutôt qu'il d'essayer de rattraper son retard et finalement de s'aligner, eh ben, il sort encore plus, ce qui fait que si la gauche est vraiment bien en ligne, limite, il faudra envoyer plus un overhand en fait, mais si la gauche est vraiment bien en ligne, eh ben, elle passe pile poil au milieu, quoi. Elle passe à côté. Elle passe à côté. Donc ouais. Euh, Et puis même s'il prend, de toute façon, il a prouvé qu'il encaissait, hein. Enfin, tu vois, il en prend des coups, hein. Parce qu'il n'a pas une défense non plus extraordinaire, Pereira. Il prend beaucoup de coups, mais il prend des coups. Alors un jour il tombera, hein. Mais force est de constater que à part son point faible, qui est la frappe derrière l'oreille, qui a été mise en lumière par par Adesanya. Israël Adesanya par 2 fois, mais sinon, force est de constater quand même que voilà, tout ce qu'il prend en ligne, c'est une tête de pierre, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, je pense qu'il va vraiment kicker début de fight, hein. Je pense que il va envoyer beaucoup de calf kick. Tu sais, de temps en temps, il va monter en high kick comme il le fait souvent en ce moment, pour ensuite dans un deuxième temps venir sortir son anglaise. Tu sais, c'est vraiment ce que je pense sur ce combat-là. Je pense qu'il va lui sabrer la jambe. Il sait que c'est un chemin. Il sait que les calf kicks, ça peut pas être attrapé. Enfin, tu t'attrapes pas un calf, hein. T'attrapes un low kick, mais un calf c'est compliqué. Donc il va venir, il va le concentrer là-dessus. De temps en temps, il va monter avec la jambe pour voir s'il peut le cueillir à ce moment-là. Et puis après, dans un deuxième temps, il va commencer à sortir son jab. Vraiment, il va commencer à jabber. Enfin, va jouer avec son point avant, de toute façon. Ça va être vraiment ça. Il va Parce que commencer à le lui matraquer avec aussi, il son point travaille au avant. corps. Il a un très bon jab au corps. Et en plus, tu sens Ouais. qu'il est bien puissant. Et après, tu sais, une fois qu'il t'en a mis 4-5, il remonte au visage. Tu sais, il peut même feinter le fait de descendre pour aller au corps pour remonter sur son crochet uppercut là, au visage. Non, honnêtement, hein, si on reste sur du striking pur, où ça mixe pas, ah, il y a un monde d'écart. Oui, je suis Je d'accord. ne vois pas de choses que Ankalaev propose que Pereira n'a pas déjà rencontré, en mieux. Oui, oui, je suis d'accord. Et en plus de ça, tiens, aussi un élément que j'ai noté, c'est que Ankalaev, c'est pas le genre de mec à attraper les jambes. Tu sais que sur les kicks. Et je pense que Pereira va aussi pas mal user de ses middle pour vraiment le couper en deux, tu vois, pour vraiment l'user et le fatiguer. Ouais, c'est une possibilité aussi. En fait, je pense qu'il va vraiment varier les hauteurs. En plus, c'est son truc du moment. Son truc du moment, c'est vraiment de varier les hauteurs. Alors, ce qui lui a fait défaut contre Roundtree, parce que le high kick il passait au-dessus et qu'après il se faisait contrer, tu vois. Mais tu vois, Roundtree, pour moi, par exemple, en termes de striking, c'est beaucoup plus dangereux qu'un Ankalaev. Alors, c'est beaucoup plus dangereux, oui. C'est beaucoup plus dangereux pour Pereira, en fait. Pas Pour forcément. Pereira, oui, on reste dans le cadre de ce combat-là. Oui, oui. Dans ce combat-là, oui, parce il apporte une explosivité qui fait que c'est difficile à lire. En Kalev, je pense qu'il est chiant à boxer quand t'as pas de solution sur ce profil-là. Tu vois, par exemple, pour Rakic, je pense qu'en Kalev, c'était un poison. Maintenant, pour Pereira, je vois pas le danger. Encore une fois, je vois pas le danger. Ça serait un peu plus chiant. Ça équilibrerait un peu si il avait du punch, s'il pouvait t'éteindre sur une frappe, ce qui n'est Ouais. pas forcément le cas. Donc ça veut dire que même s'il le touche, s'il arrive à le toucher sur sa gauche, je vois pas Pereira tomber. Il va juste, voilà, il l'a pris et en fait, il va prendre sa mesure, tu vois. Il va commencer à trouver des solutions à force de se faire toucher, justement. Donc, euh, donc il n'a pas le choix pour moi de mixer.
On est d'accord. De mixer et faire ce qu'il fait bien, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va au sol, entre guillemets, c'est d'aller vers le dos. C'est vraiment, par contre, s'il reste sur un contrôle au-dessus, collé à la cage, il va toujours se relever, Pereira. Mais même en allant sur le dos, vers le dos, j'ai envie de te dire, si c'est collé à la cage, il va quand même se relever. Il a quand même une puissance aussi, même dans les jambes. Tu sais, quand il se relève, c'est quand même impressionnant parce que Ankalaev, ce qu'il fait bien quand il va dans le dos, on l'a vu contre Johnny Walker, c'est de mettre un crochet, seulement un crochet, et de venir saisir le bras opposé. Tu vois, il va chercher dans le dos, il va chercher la main par en dessous. Tu vois. Et ensuite, comme il a l'autre main libre, il commence à frapper. Ouais. Ouais. C'est une possibilité, tu vois, qu'il puisse le prendre une fois comme ça. Mais je pense qu'il se relèvera quand même, tu vois. Le contrôle, il est pas, alors il va chercher le chemin du dos, mais il va pas chercher à prendre le dos, tu vois. Il va juste s'installer pour envoyer du grand end pound. Finalement, son jeu, c'est le grand end pound au sol. Il cherche pas la soumission. Ah, c'est ça. C'est ce que j'ai Et noté. pour Hein. moi, si ton seul jeu, c'est le grand end pound, je C'est ce pense que que j'ai noté. il se relèvera systématiquement. Pas de recherche de soumission. Parce qu'il a pas peur des frappes. Ouais. Donc oui, c'est honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puisque même honnêtement, bon, s'il prend Blakovic, mais je pense qu'en termes d'opposition, il n'a jamais affronté un mec aussi dangereux que Pereira. Parce Alors, que j'ai mis ça dans les à tu côté, vois, très effectivement. souvent, enfin, les gens ont dit que Pereira n'avait jamais affronté un mec comme Ankalaev. Je suis pas d'accord. Par contre, à Oui. l'inverse, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est Ankalaev qui n'a jamais affronté un profil comme Pereira, aussi dangereux que Pereira. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que les deux ont affronté Blakovic, tu vois. Et pour moi, celui qui a gagné son combat contre Blakovic et Pereira, parce qu'Ankalaev, ils ont fait un match nul. Ils ont fait un match nul qui a été très dur, en plus pour Ankalaev. Derrière, t'as donc Pereira, il a affronté Prochaska 2 fois en termes de combattants rudes, tu vois. Il se pose là quand même, tu vois. Je pense que Prochaska serait champion si s'il y avait pas Pereira aujourd'hui, tu vois. Et on parlerait d'un Ankalaev contre Prochaska. Maintenant, je suis pas sûr qu'Ankalaev il passe un Prochaska, très honnêtement. Je pense pas. Il faudrait Euh, analyser, mais ouais, c'est compliqué. Hein. c'est compliqué. Maintenant, oui, il a eu Rakic, mais Rakic, post-blessure, on sent que c'est un Rakic Il joue qui est bien. pas, tu vois, c'est ça, c'est qu'on sent que c'est plus le Rakic du début, tu sais, où vraiment on y croyait pour potentiellement un titre. Parce que sinon, ce Euh, dernier fight, c'est Thiago Santos. Thiago Santos, c'est sur plus la du fin, tout ce que c'était, tu vois. Anthony ouais, Smith. Anthony Smith, battre Anthony Smith tous les jours, on sait ce que ça vaut. ça Johnny veut plus rien Walker. dire, Johnny ça veut Walker, plus rien dire. ça veut rien dire du tout. Et quand tu descends, derrière, c'est Ozdemir. Volkan Ozdemir qui a été très fort sur un temps à son arrivée à l'UFC, mais qui là, donc c'était en Était dans le creux 2021, de la il était vague. déjà, c'était plus le même combattant. Donc oui, c'est son premier gros champion qu'il affronte pour moi. Allez, avec Blakovic. Blakovic que je mets dans Avec le top très, Blakovic. très fort, tu vois. Oui, surtout à cette époque-là, où Ouais, il était vraiment, tu sais, il venait d'être champion. Enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire, il revenait pour reprendre sa ceinture. Donc oui, mais c'est pas passé. Ils ont fait match nul. Ouais. Donc c'est un gros, gros test pour Ankalaev. Ouais. S'il le passe, il n'y a plus rien à dire. Ah, Là-dessus, il mais n'y a pas oui, de souci. s'il le passe, après, il lui reste un combat contre Prochaska et il va être dur à bouger s'il bat Prochaska. Tu vois, si tu bats Pereira et que tu bats Prochaska, qui sont pour moi les deux mecs les plus dangereux de la KT, Oui, c'est ça. Oui, je partage ton point de vue parce que même là, il est sur une pente. Alors après, enfin, il est sur une pente descendante. Attends, il a affronté qui là, juste avant? Parce qu'il a affronté Pereira et après, il a affronté qui où il a Prochaska, perdu là? Prochaska. Ouais, voilà, ouais, non, ouais, c'est ça. Oui, donc Prochaska et Pereira, c'est deux personnes à battre, effectivement. C'est les deux personnes à battre. Ouais. Après, dans les à côté, puisqu'on est dans les à côté, on l'a dit, on l'avait dit déjà quand on en a parlé dans l'actu, bah, il y a le Ramadan qui commence le premier, premier, environ. voilà. Donc bon, c'est sur la semaine de la Fight Week. C'est pas comme on a dit on va le redire maintenant, mais sur l'analyse, enfin comment dire sur l'actu,
C'est la première semaine de Ramadan, il a déjà fait tout son camp, il l'a fait avec des conditions qui étaient optimales. Bon, oui, sur le cutting, ça aura peut-être une implication, quelque chose comme ça. Il y aura peut-être un peu de fatigue dû au Ramadan, mais s'il le prend, c'est qu'il se sent de le faire sur une semaine, avec cette première semaine de Ramadan. Finalement, ça va. Ce qui peut être dur, c'est les jours où tu dois boire beaucoup pour ensuite faire ton cutting. Donc voilà, c'est la seule implication que je vois. Après, derrière, oui, sur le rebond, ouais, je sais pas si Non, ça aura moi, une véritable implication. pense que ça sera bien géré. Ça sera bien géré. Comme tu l'as dit, sur la dernière semaine, ça va. Je pense que le Ramadan est très problématique quand tu dois faire un camp. Sur le Ramadan, là, Oui, oui. Là, parce que c'est là où tu te blesses. C'est pendant le camp où tu es vraiment dans le dur. Là, finalement, ils s'entraînent plus, tu vois. C'est juste la gestion du poids. Et je pense qu'ils sont suffisamment bien entourés à l'UFC avec les oui, pour le faire diététiciens, correctement. etc., pour t'aider au mieux dans ta gestion de cutting sous Ramadan. Puis comme je disais, il y en a que ça impacte plus que d'autres. Enfin, tu vois, moi, comme je l'ai dit, je vais le redire là pour ceux qui l'ont pas entendu la première fois. Mais j'ai connu pas mal de monde qui faisait de la compétition en jiu-jitsu brésilien pendant le Ramadan, c'est-à-dire des Ramadans l'été en plein cagnard. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me souviens je crois que c'était un Naga où sous Ramadan, le mec avait gagné sa catégorie et sans boire une goutte d'eau, il avait fait 5 ou 6 combats et puis voilà. Enfin, tu vois, il y a des gens, ça se fait. Tu prends Oumar Nurmagomedov, il avait dit que s'il avait la ceinture, il était prêt à la défendre pendant le Ramadan, que lui, ça lui posait pas de problème. Ouais. T'as des gens comme ça que ça Il y a des impacte gens, ça pas. les Enfin, tu impacte vois, pas spécialement. c'est ça. Faudra pas prendre ça comme une excuse si lui-même ne le prend pas comme une excuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ne pas transposer le fait de dire ouais, mais c'était le Ramadan. Non, non. Oui, mais en même temps, il le sait. Voilà, comme on a dit, c'est pas, il a fait son camp pendant le Ramadan. Il a fait son camp hors Ramadan. Ça commence le samedi. Le fight, il est le samedi d'après. Bon, une semaine. Enfin, moi, je sais que voilà, je suis à jeun tous les jours. Euh, c'est même à jeun où je fais les meilleures performances. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est les jours où je suis à jeun, où je m'entraîne à jeun, même si c'est à midi ou 14 heures. Et c'est là où ça va le mieux, tu vois. Donc ça veut rien dire. On vit le jeûne différemment en fonction des gens. Il y a des gens, ils peuvent pas combattre ou s'entraîner à jeun. Puis il y a des gens, ça leur pose pas de problème, tu vois. Moi, Ouais. ça me pose pas de problème. Combien on a d'élèves aussi qui viennent s'entraîner le dimanche matin de 10 heures à midi en plein ramadan, alors que derrière, ils vont pas boire une goutte d'eau jusqu'au soir, tu vois. Ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Donc, on peut pas prendre ça comme une excuse. Il faut le notifier. Non, non. Et Et s'il le d'ailleurs, prend, c'est vrai que dans l'actu, on en avait parlé. Le fait que ce soit la première semaine de Ramadan en plus, où ton corps est relativement frais. Tu vois, c'est pas comme si c'était sur la fin du Ramadan. ouais. Donc, c'est. Non, moi, je suis confiant, hein. Je pense qu'on aura. Les deux seront en parfaite forme. Oui, oui, oui. Je pense aussi. Je pense aussi. S'il prend le combat, de toute façon, c'est qu'il est confiant Et sur qui son s'en état de sont santé. bien. Tu sais, c'est pas, puis encore une fois, c'est pas son premier Ramadan. Il sait comment il se comporte, tu sais, en temps normal pendant cette C'est période-là ça. de l'année, tu vois. Et c'est ce que je te dis, tu te connais. Au bout d'un moment, tu apprends à te connaître et tu sais comment tu réagis en jeûnant enfin, oui ou non, si tu es capable de le faire ou pas, quoi. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'avais des doutes. Je l'avais dit aussi dans l'actu sur Pereira et ses entraînements. Les doutes ont été levés. D'ailleurs, je suis visiblement, Daniel Cormier avait des doutes aussi puisqu'il a fait une Oui. vidéo réponse où tu le vois en train de lutter à la cage en disant Daniel, t'inquiète pas, d'ici je m'entraîne. Donc effectivement, il s'entraîne. Euh, après, on l'a dit, hein, il y avait peu de doutes de savoir qu'il prenait l'entraînement au sérieux puisque de toute façon, il s'entraîne tout le temps. Mais la question, c'était sur ses déplacements à répétition, sur le fait qu'il était dans le camp de Strickland, dans le coin de Strickland et tout ça, enfin, tu vois, de faire des voyages, ce genre de choses. Bon, en soi, je pense que quoi qu'il arrive, le mec s'entraîne toujours et qu'il a toujours son équipe avec lui. En plus, il est toujours accompagné de son équipe et de ses coachs. Donc, C'est euh, ça. donc il n'y a pas de problème. C'est ça, en fait. C'est que oui, peut-être qu'il n'est pas forcément dans sa salle tout le temps, hein, dans sa salle à lui. Mais au final, comme ses coachs sont toujours avec lui et qu'il bouge partout et que quand tu as ce degré de star, tu vois, tu peux t'entraîner partout. Donc finalement, peu importe où il va être accueilli quelque part et puis il va s'entraîner. Donc, non, non, je suis confiant sur ça. Ah, bon. Non, je suis d'accord.
Est-ce que tu vois d'autres à côté? Non. Non. Non, 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 puisque les deux, il n'y a pas trop de trash talk, tu vois. Ça se titille un peu, mais c'est gentillet. Non. Il y a de la, comment dire, de la menace côté Ankalaev. Tu vois, beaucoup. Tu sais, en disant, je vais te faire la guerre, je vais te tuer, il faut que tu sois prêt à mourir, je vais te faire la misère 150. Enfin, tu vois, il Ouais, lui mais fait des c'est trucs pas comme bon. ça. Mais je sais pas, il y a pas de, la seule, on l'avait dit déjà, en plus, la seule réaction de Pereira, je crois que c'était, ouais, bon, maintenant que tu m'as chauffé, je sais pas quoi, genre, on va combattre. Tu vois, un truc dans le genre, enfin, c'était même pas ça, je crois que c'était un truc où vraiment il dédramatisait le truc. Enfin, tu sens que ça glisse sur lui. J'ai plus là, j'aurais dû renoter la phrase, mais vraiment, pour le coup, ouais, il y a peu d'impact. Peu d'impact. Lui, il s'en fout, il va faire son taf. Il va lui tirer une flèche avant de rentrer dans la cage et c'est tout, quoi. Ouais. Donc non, il y a pas tellement d'à côté. Oh, pas tellement, il y en a quand même, hein. Tu sais, on a parlé des adversaires d'Ankalaev, on a parlé du Ramadan, on a parlé de l'entraînement. Tu vois, par exemple, sur le combat d'après, il y avait moins d'à côté encore. Il y en avait Ouais. qu'un seul pour moi. Donc, euh, donc passons au pronostic, mon cher Rolly. Vas-y, je te laisse. Et bah, moi, je vois un finish de Pereira par KO au deuxième round. Mhm. Ouais, deuxième sur un crochet du gauche. Voilà, sur une Pourcentage ou avancée. pas de pourcentage? Pourcentage, je le mets bien favori. Franchement, 70-30. C'est ouf. Exactement pareil. Et la seule différence, c'est que j'ai mis round 3. J'ai mis round 3 et pas round 2. Tu vois, juste le temps de. Et Ankalaev, 30%, décision. S'il mixe beaucoup. Tu vois, s'il arrive à mixer et l'amener au sol et prendre du temps de contrôle au sol. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est les 30% pour Ankalaev, pour moi, c'est ça. Décision aussi. Et le fameux crochet du gauche. Mais tu sais, parce que bon, Ankalaev, si je me rappelle bien, il a pas pris de KO. Je pense qu'il a un sacré menton aussi, on l'a pas dit, mais bon, il a été touché, mais il a jamais eu vraiment un truc où vraiment tu te dis, bon, il peut tomber, véritablement. Si là, tu me dis Thiago Santos qui l'avait mis down, mais Ouais. j'ai pas revu le combat. Il est down ou il est Non, il où il réagit tombe bien. les fesses au sol. Ouais, il réagit bien. Alors, il tombe, mais il réagit bien tout de suite. Tu sais, il tombe et il re-rentre en lutte derrière. Ouais, Ça va, c'est bien géré. ouais, donc c'est plus les fesses qui tombent au sol, quoi. Donc ouais, tu sais, je le vois bien comme contre Rantry, tu sais. Moi, plutôt le matraquer jusqu'à ce que l'arbitre arrête, quoi. Ah Puis il y ouais? a un truc dans les à côté hein, qu'on n'a pas redit, mais on rappelle que après Rantry, t'avais Godard qui avait dit qu'il avait jamais vu quelqu'un taper comme lui, quoi. Que c'était, mais de toute sa carrière, il a jamais vu quelqu'un taper des gens comme lui. Vraiment avec le bruit que ça fait, l'impact qu'il y avait. Enfin, tu sais, je pense que ça aussi, quand tu l'as jamais vécu, que t'as jamais pris une frappe de Pereira, on parlait des caves tout à l'heure, mais je pense que c'est valable pour n'importe quelle frappe. Je pense que c'est quand tu vis les premières que tu te dis, ah ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas comme les autres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, mais après, oui, il peut lui faire une Jamali, hein. Moi, C'est ouais, possible. c'est ça que je vois. Ouais. Écoute, on va vite être fixé. Bon, et ce fameux combat, Justin Gaethje contre Dan Hooker, qui devait avoir lieu et qui n'a plus lieu. Écoute, toi comme moi, on l'a dit. Enfin, moi, ce combat-là, sur le coup, quand il a été annoncé, j'ai kiffé. Un peu Et hypé, puis sur le après, coup. après, je l'ai analysé. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'était pour moi un combat qui se dirigeait. Je crois que j'ai même pas fait de pourcentage. Attends, je vais retourner au fond, du plan à Ouais, fond. c'était du sens unique. J'ai mis du sang, ouais, tu vois, j'ai même pas mis de pourcentage pour moi. Gaethje devait rouler sans problème sur Hooker parce que les armes imposées par Gaethje sont complètement la problématique en striking de Dan Hooker. Et Dan Hooker n'avait pas ce côté striker assez d'élite pour faire ce que Fiziev a fait. Parce que c'est vrai que je te l'ai pas dit, parce que je devais t'en parler là, mais tiens, je vais en profiter. Fiziev, même si il y a eu des ajustements avec les uppercuts de Gaethje, tu vois, qui ont fait la différence.
Mais Fiziev, là où il a été très bon, il a fait des bons ajustements, c'est que Gaethje il baisse la tête sur ses frappes. Fiziev et Holloway. Et lui, il a mis les genoux et les crochets, mais comme s'il avait frappé, enfin, il frappait des crochets, mais plus bas, tout de suite en anticipant le fait que Gaethje allait descendre. Et Holloway, il a mis son coup de pied retourné qui lui pète le nez et qui fait le game changer du combat. Donc c'est vraiment ça, le blueprint. Maintenant, est-ce que Hooker avait la capacité de mettre ça en place contre Gaethje? Non. J'ai des doutes. Non. J'ai des doutes. Non, moi j'étais un peu hypé, c'est vrai, à l'annonce. Et puis après, j'ai revu les derniers combats de Hooker, notamment celui contre son dernier combat. Comment il Contre s'appelle? Gamrot? Contre Gamrot, où je me rappelle. Dorner. Non, contre Gamrot. D'accord. Et contre Gamrot, je me rappelais que j'avais été impressionné par la perf de Hooker. Et puis en revoyant le combat, beaucoup moins en fait. Et en fait, je me rappelle que je voyais tellement Gamrot lui rouler dessus que le simple fait que le combat aille au bout et qu'il ait des temps forts, ça a faussé ma vision. Tu vois, en le revoyant là, je me dis, c'était quand même très serré. C'était quand même très serré ce combat. C'est-à-dire qu'il prend des splits, hein. Il prend des temps forts debout, il fait plus de dégâts, mais il finit quand même en sang parce qu'il prend quand même beaucoup de frappes. Là où on sait que en plus Gamrot n'est pas du tout un puncher. Et puis au sol, oui, il défend pas mal certaines amenées, mais il se fait amener quand même. Donc ouais, c'était chaud. Et contre Turner, pareil. Contre Turner, c'est très chaud. C'est très chaud. Il y a des moments où il prend vraiment la foudre et ça reste des split decisions, effectivement. Et c'est pas des dominations nettes. Donc ouais, là où finalement Gaethje il perd contre Holloway. Enfin, tu vois, qui est l'élite de l'élite du striking. Ouais. Donc ouais. Et quand tu vois que comment dire, Hooker il se fait battre contre Brendan Allen premier round parce que Allen lui a mis beaucoup de pression et qu'il a fini par craquer. En fait, si c'est pas lui qui met la pression, en fait finalement il est perdu. Là où Gaethje, lui, avec son footwork et le fait que Trevor Whitman, tu vois, l'ait pris en main depuis un moment, il sait comment reculer, couper l'angle et tout ça, et après revenir à l'attaque. Excellent jab, des low kicks dévastateurs, et on sait que comme il est des longs segments, justement Hooker, il a sa jambe qui est très très en avant, tu sais, et il allait se faire matraquer sa jambe. Non, enfin moi il y avait rien dans la boxe de Hooker très ouvert dire plus que sur les attaques qui viennent du côté gauche de l'adversaire. Il est très très ouvert. Et Gaethje le fait très très bien. Tu sais, il est en droitier, mais quand il balance à droite, il change de garde pour balancer soit un gros crochet du gauche, soit il peut même balancer le high kick parce qu'il en prend beaucoup d'un Hooker, il prend beaucoup de high kick gauche. Donc en fait, c'est beaucoup trop ouvert pour qu'un mec comme Gaethje n'exploite pas ça. Exactement. Ouais, parce qu'il a les mains basses et très en avant. Ouais. Justement, de par son allonge, il veut être à distance. Sauf qu'en fait, Gaethje, il rentre tête baissée et puis il balance ses frappes comme c'est pas permis. Donc, et avec beaucoup de précision. Donc, pour moi, je voyais un finish de toute façon de Gaethje. D'accord. Et finalement, il n'y aurait même pas eu la guerre annoncée. C'est en fait sur l'ancienne version de Justin Gaethje qui allait à la guerre, ça aurait été un combat qui aurait fait une grosse guerre, oui, parce que Dan Hooker, il aime la guerre. La version actuelle de Gaethje fait que il lui aurait roulé dessus, mais tranquillement. C'est marrant parce que j'ai noté qu'il y avait une évolution opposée des deux. C'est-à-dire que t'as comment dire, Gaethje qui a mis des lunettes, enfin qui a retrouvé la vue et donc son fight IQ il s'est amélioré et sa gestion des combats s'est améliorée. Là où t'as un Hooker qui a pris des tatouages et lui il est parti de plus en plus dans la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc il y a eu vraiment un game changer des deux côtés. Ouais, mais c'est aussi ce qu'il y avait à faire pour Hooker dans le sens où c'est là où il a le plus de succès. C'est quand il amène le chaos que ça fonctionne pour lui. Et puis ça le met en avant, tu vois, ça le met en avant. Mais je parle à l'UFC, tu vois, de par ça le met en avant. Mais bon, c'est pour passer le step, que ça soit contre Gaethje, que ça soit contre Poirier, que ça soit contre n'importe lequel des gens qui sont dans le top 5. En fait, finalement, en réanalysant le combat, ça passe pas. Ça passe pas parce que je vois pas un Jalil Turner passer non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas. Tu sais, tu bats des mecs, mais qui finalement resteront où ils sont, dans cette espèce de ventre mou qu'il y a dans le top 10, tu vois. Donc ouais. Donc pour moi, effectivement, en vrai, c'est toujours des splits, hein, quasiment. Oui. Il a été où il devait aller. Là, ça y est, il est revenu aux portes du top 5, mais malheureusement, les gatekeepers du top 5 sont trop forts pour lui. Et voilà, on en aurait eu la confirmation ici.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, lui, il est out, blessé à la main. Est-ce que, est-ce qu'il va y avoir un changement d'adversaire dernière minute pour Geiji ou est-ce qu'ils vont rebooker le combat plus tard? Si changement d'adversaire, qui mettre en face? Alors toi, tu m'as dit que les commentaires parlaient de Volkanovski, Non, Topuria. non, alors, Enfin, les c'est pas commentaires que jouable. j'ai vus sur l'annonce parlaient de Oui, ça. Les gens parlaient de ça. Bon, je vous arrête tout de oui, suite, oui. c'est impossible. Ah, voilà, c'est ça. C'est impossible. On a parlé déjà dans l'actu que Bouka, c'est officiel en plus. Il est booké pour la ceinture vacante contre Lopez. Donc, aucun intérêt, tu vois. Quand il prenait des short Exactement. notices pour sauver les cartes, c'est parce que justement, voilà, il était en pleine gloire, tu vois. Il avait quasiment rien à perdre dans la caté du dessus. Là, il n'y a aucun Et puis intérêt. attends, short notice contre le champion, pas Bien contre sûr. Geiji, tu vois. Ah oui. Ah oui. Topuria vient de monter. Il est en pleine négociation, ce qui est sûr, hein, pour combattre Makhachev. Donc, quel intérêt de prendre Geiji actuellement? Aucun, surtout en short notice. Topuria, ça reste une immense star. Donc, c'est prendre un risque de perdre ton buzz bêtement. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut un mec, pour accepter comme ça, là, il faut un mec qui monte, qui est en ascension, qui veut prouver. Et on a regardé donc sur la carte. Sur, Il y a personne. sur cette carte-là, parce que c'est vrai que tu me disais, et c'est vrai. Alors, en général, il déshabille Paul pour habiller Jacques, tu vois ce que je veux dire. Et sur la carte, il y a des combats en poids léger. Hein. Tu as Jalil Turner justement, mais qui est sur une défaite contre Ignacio Bahamondes, peut-être Bahamondes, je sais pas. Sinon, c'est Bobby Green. D'ailleurs, qu'ils ont toujours pas changé son nom en Bobby King. Hein. Bobby Si, si, Green contre King Green. ah ben je l'ai pas moi Moi, je suis sur sur le le truc. site de l'UFC, sur la carte, là, il y a écrit Bah, King. c'est l'UFC, hein. Moi, tu sais, quand je tape UFC, en fait, tu sais, j'ai des cartes qui s'affichent tout de suite dès le début. Ah, mais Bon, là, je bref, suis on sur s'en le fout, c'est du site. détail. Donc Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi. Peut-être Ruffi, tu vois. Ruffi. Peut-être Ruffi. Parce que voilà, c'est les profils qui montent, tu vois. C'est des profils, en tout cas, tu sais, c'est la team nerd. Donc, si je me trompe pas, oui, c'est la team nerd. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, c'est c'est des profils qui veulent voir monter. Donc pourquoi pas, tu vois. Ouais. Ouais. Parce qu'on a aussi Mais regardé sinon, sur les cartes suivantes, justement, oui, parce que des mecs qui sont en prépa, il n'y a personne. Il n'y a personne d'intéressant. Et moi, le nom qui me vient, c'est Jean Silva. ouais. Moi, c'est le nom Oui, qui me parce que vient. tu parlais vite fait tout à l'heure aussi de peut-être Saroukian parce que voilà pour se faire racheter, mais en termes de temps et de cutting, c'est mort. Il a déjà pas Ouais, fait de cutting la dernière c'est fois, compliqué. c'est pas là, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué. Donc pour moi, il reste Jean Silva, qui est toujours partant. Hein. Il l'avait prouvé plusieurs fois, il s'était proposé quand il y avait des annulations. Il vient de combattre, il n'a pas pris de dégâts, il a mis un KO très rapide. Il vient de combattre dans la qualité du dessous. Donc en termes de poids, même avec le rebond, ça colle. Moi, je pense qu'il n'est pas remonté à je sais pas combien. Donc alors je sais pas si ça va se faire, hein, mais en tout cas, je suis quasi sûr qu'il va se proposer. Maintenant, Ouais. Justin Gaethje a quand même son mot à dire. Tu vois, parce que les risques, c'est Oui, il l'a forcément. mérité. Oui. Donc, Et pareil aussi Poirier, puisque Poirier voulait Gaethje. Tu vois, en fait, ça pourrait peut-être même arranger les affaires de l'UFC, cette histoire. Mais ça décalerait d'autant. Parce que Poirier prendra pas un short notice pour son dernier combat, c'est mort. Là-dessus, on non. oublie tout de suite, il Non, mais il combattra a pas la dit semaine en plus prochaine. Poirier, hein, il a dit qu'il est en négociation pour juillet ou août. Voilà. Donc le fait que ce combat se fasse pas, peut-être qu'ils vont décaler, mais ça décale loin pour Gaethje quand même. Tu vois, ça le décale à loin. Mais pour que ce combat se fasse, quoi, cette fin de trilogie entre les deux. Si tu proposes un gros billet à Gaethje, peut-être qu'il accepterait. Voilà, dans tous les cas, avec le statut qu'il a, Justin Gaethje au sein de l'UFC, je pense que si l'UFC décide d'annuler ce combat-là, il touchera son salaire. Je suis quasi sûr. Ouais, Il touchera son ouais. salaire en intégralité, puisque il a fait son camp, il a payé, il a eu des frais. Donc, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est annulé, c'est pas de ton ressort. Si on te rebook pas directement, c'est logique qu'on te verse ton salaire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais je pense qu'il veut combattre. Donc, Je pense qu'il veut combattre Gaethje.
Lui, il a à cœur de revenir. En fait, c'était le seul à côté justement que j'avais mis. C'est après son énorme KO qu'il a pris Ouais, contre, je sais pas, contre Holloway. J'ai marqué contre mon cœur. Tu vois, putain, je te jure, ça trouve, j'ai noté l'énorme prémonitoire. KO qu'il a pris contre Hooker. C'était prémonitoire. Contre Holloway, il avait envie de revenir et de voir s'il était encore dedans. Tu vois, s'il avait encore la capacité d'aller faire des guerres et d'aller combattre. Donc c'était important pour lui, tu vois. Je pense qu'il doit être dégoûté juste pour ça, tu vois, de se dire, putain, je vais pas pouvoir m'éprouver enfin une nouvelle fois, quoi, pour voir justement J'en si suis. c'est fin ou si on continue, tu vois. Donc ouais. Donc je sais pas si le fait, moi personnellement, je serais d'avis qu'il recombatte rapidement parce que même attendre quelques mois supplémentaires pour affronter Poirier, tu vois, ça fait tout de suite un gros step. Enfin, Bah, je sais pas. alors, si ça va dépendre de ce que va lui proposer l'UFC, hein. Mais s'ils lui mettent un Jean Silva ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faut accepter. S'ils lui mettent le même profil, dans le sens striker, tu vois, là, il faut accepter. Oui, c'est plus relou si on te met un super lutteur, etc. Parce que tu as fait tout ton camp où tu es supposé être contre un striker. Mais si c'est un striker, il faut accepter. Puis vu les performances de Jean Silva, honnêtement, moi je veux bien voir ce combat. Parce que tu vois, ça y est, maintenant il faut. Alors là, c'était pas dans la même KT, c'était dans les plus, Ouais, il combat dans les deux KT, mais Jean Silva, il n'y a pas de problème avec ça. le KO qu'il a mis la semaine dernière, magnifique. Pas magnifique dans le sens il a éteint les lumières et puis voilà. Mais en fait, finalement, tu sais, c'est marrant parce que c'est ta Pereira qui combat là ce week-end, enfin le week-end prochain plutôt. Et donc, tu sais, Pereira, quand tu le vois contre Jamal Hill, où il stoppe l'action et puis il met son Hmm. KO juste derrière, finalement, là, sans arrêt de l'arbitre, Jean Silva, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a fait rire son adversaire, il l'a mis un peu dans sa poche pour le mettre dans la boîte, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a sorti de son combat pour ensuite lui mettre un coup et après le regarder façon, tu sais, les Simpsons, là, comment il s'appelait mince, j'ai un trou de mémoire. Tu sais, comment il s'appelait? Ah, j'ai un trou de mémoire. Attends. Les Simpsons. Les Simpsons. Les Simpsons. Regardez, il n'y a pas une distribution. Ah ouais, mais non, mais ils mettent les mecs. Ah non, ils mettent les vrais. Bref, ils mettent les vrais. Ah, les personnages. Attends. Personnages, les Simpsons. Personnages, les Simpsons. Bref, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Ouais, je sais Euh, pas, hein. bon, si vous regardez les Simpsons, vous voyez de qui je parle. L'espèce de bad boy, là, tu sais, un peu gros, avec son. Qui est habillé un peu comme Bart, mais tu sais, avec un gilet en plus, là. Putain, comment il s'appelle? Ah, J'en ai marre Nelson d'avoir des trous de Mons. mémoire. Nelson. Je crois que c'est Nelson, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. Nelson, c'est ça. C'est Nelson. Ou à chaque fois, quand il sort de nulle part, à chaque fois qu'il y a un mec qui tombe ou quelque chose comme ça, tu sais, qui C'est se fout de la ça, gueule quoi. des gens. Exactement, exactement. Et c'est lui. Donc tu sais, il lui a fait un peu un Nelson, tu vois, à l'intérieur de la cage, tu vois. Il l'a regardé. Non, mais oui, ce Ah, mais combat-là, il il y fait a une sens. Et grosse puis comme hype. ça, Il y a une grosse hype ouais, sur il y a Jean une Silva grosse en hype. plus. Il y a une grosse Et qui se hype et puis ça, confirmerait s'il gagnait, tu vois. c'est ça, qui permettrait de faire monter un gros nom. Il vient de faire son camp, il n'a pas pris de dégâts, donc il est en forme. Enfin, en tout cas, déclaré. Peut-être qu'il s'est blessé, mais en tout cas, ça n'a pas été déclaré. Donc, je le vois bien se positionner sur ce combat. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc pourquoi pas. De toute façon, on va vite être fixé, hein, parce que ça va arriver très vite. Donc je Voilà, pense que hein. ça se trouve. Dans la journée, voilà, je pense que ça se trouve que quand il va sortir, il y aura déjà un remplacement d'annoncé. Euh, eh ben, écoute, let's run it back. Fiziev qui veut remplacer Dan Hooker et prendre sa place contre Geji. Alors, c'est pas dit, mais en tout cas, il veut sa revanche. Ah ouais, il y a Fiziev qui se Tu propose. vois, Fiziev qui se propose. Tu vois, j'ai été voir la vite fait. Écoute, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à une revanche contre Fiziev. Oui, Bon, parce qu'on en parlait justement, tu me disais que Fiziev, c'est visiblement, il y a un truc qui bloque. C'est compliqué de le ouais. faire combattre, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est lui qui se propose. Donc, je sais pas. Je sais pas. Non, mais il y en a plein qui Peut-être vont que se c'est réglé. proposer. Ça, c'est une certitude de toute façon. Maintenant, qui va être choisi? C'est ça la question. Ouais, parce que Jean Silva, il veut Bryce Mitchell. Il veut lui faire rentrer à coups de poing dans le crâne que la Terre est ronde, tu vois, et qu'elle Ouais, est pas il l'a plate. dit. Et surtout, il veut le dénazifier aussi, tu vois.
Donc Mais, ouais, il est sur un dos. Il est sur un dos, là, j'en sais pas. ouais, mais Il est en quête. il dira pas non à Gedji s'il y a moyen, je te le dis. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bah, écoutez, on verra ça. On sera vite fixé. On va voir. Bon, je crois qu'on a fait le tour en tout cas de ces deux combats. Enfin, finalement, de ce un combat et demi, puisqu'il a disparu. Rien à rajouter? Non. Attends, c'est l'UFC combien celui-là? 313? 313. Ok. Non, non, je regardais un peu la carte, mais c'est vrai que la carte, elle est pas. En sortie de ça, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas. C'est pas ouf. Si, t'as des combats à regarder, tu vois, mais c'est pas non plus. Tu vois, il y a rien qui te fait lever de ta chaise, en tout cas. Ah, Turner, bah, Mendes, ça va être pas mal, je pense, en striking. Ouais. Bah, Mendes, qui nous avait été recommandé dans les commentaires d'une ancienne vidéo. Et donc, j'avais regardé son dernier combat. C'est vrai qu'il a une très belle boxe. Il est très grand. Je crois que c'est le plus grand de la KT, la plus grande allonge. Donc, contre Turner, ça va être pas mal, je pense, debout. Mais Turner, je le sens. Ouais. Tu sais, Turner, la hype Turner, elle s'est éteinte. il est arrivé au maximum de ce qu'il peut faire, je pense. C'est ça. Je pense que là, tu vois, on n'est plus dans un truc où, pour moi, il y a Turner est compétitif, tu sais, à la Ouais, je suis ceinture. d'accord. Je suis d'accord. Bah, tu Donc, vois, il est 13e, Turner. Bah, Mendes, il n'est pas classé. Je pense que ce combat est parfait pour le faire rentrer dans le classement à la place de dans le Turner. top 15. Ouais. Exactement. Et comme pour Bobby Green contre Ruffy, hein. Ça, c'est aussi pour le faire monter. Ouais, mais Bobby Green, il est plus classé déjà. Oui, mais ça reste un nom, Ça reste un nom. tu vois. Donc, donc bon, écoute, on verra ça. On verra ça. Allez, j'ai meublé pour arriver à l'heure de podcast, parce que si on fait moins d'une heure, on se fait allumer. Bon, on a fait le tour? On a Ouais. fait le tour. N'oubliez pas, donc toujours Import Fight, le lien en description, le code Tatami10 pour 10% de réduction sur tout le site. Likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Et puis nous, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!